Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 16 mai 2025. Alors on est toujours plutôt bien orienté sur la semaine sur la plupart des marchés. On va voir quelques actions qui font parler d'elles, notamment avec des achats de certains grands groupes, des nouvelles pour le long terme pour certaines sur le marché américain et des valeurs françaises, notamment au CAC 40, qu'on surveillait et qui sont également parties. On regardera aussi les valeurs que je suis, que j'aime bien, sur lesquelles on avait donné des signaux d'achat récemment qui sont toujours intéressantes. Et puis quelques chiffres macro, même si c'était pas énormément impactant ce qu'on a eu aujourd'hui. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors au niveau des chiffres macro, on a eu le chômage en France qui est revenu un peu plus élevé, 0,1% en plus, on est à 7,4%. On a dû arrêter de radier les chômeurs, ça continue de monter. Surtout, le chiffre, c'est le permis de construire aux États-Unis. Ça, c'est un marqueur important, notamment pour voir la confiance et puis s'il y a véritablement de l'argent et si on amène de la croissance avec les permis de construire. Ça, c'est vraiment ça sert de canari un peu pour voir l'état, des chiffres, pour voir l'état de l'économie américaine. Ils sont revenus en baisse. On les attendait en baisse, peut-être un peu moins. On était à 1 467 000 permis de construire sur la dernière occurrence. On espérait 1 450 000 et on fait 1 412 000. Donc des chiffres qui confirment le ralentissement américain. Et puis confiance consommateur au Michigan, on est revenu aussi un peu plus bas. On était à 52, on est à 50,8. Donc toujours quelques craintes. Rapidement pour voir le Brent là aussi. Baisse de la demande, on le sait. La Chine qui repart un peu, mais pas assez fort. C'est surtout la récession aux États-Unis qui inquiète. Alors on a eu des rebonds, notamment grâce à l'accalmie sur les taxes douanières annoncées par Trump. Donc pour l'instant, c'est ce niveau-là, sur les 60 sur le pétrole qui permet de tenir. Ce que le marché attend, c'est des accords. On a déjà eu certains accords. On attend encore plus d'accords. La fin de la mise entre parenthèses des 90 jours et puis véritablement des droits de douane le plus faible possible, parce que même 30 ou 40%, c'est encore beaucoup trop. Il faut se rapprocher des 10%, voire moins. Il faut avoir éventuellement d'autres accords qui soient pas des taxes réciproques, mais bref, des bonnes nouvelles pour avoir un pétrole un peu plus haut, parce que pour l'instant la demande est pas assez importante pour maintenir ce cours. Si on est juste au niveau de la demande, on va certainement encore revenir sur les 60. Donc ce sera à suivre si on a des accords notamment, mais on le voit, la faiblesse du rebond notamment. Après le 7 avril, là on fait le petit rebond sur les 67 et puis on bute encore sur les 66 après. Donc cette force du rebond nous indique que quand même il y a une petite faiblesse sur le pétrole et donc la demande mondiale. Le cacao, on l'avait dit que ça partait, le cacao, boum. Plus 7 aujourd'hui, on l'avait noté notamment en début de semaine. Donc oui, le cacao est toujours haussier, il a donné son signal plutôt intéressant. Donc comme d'habitude, ça va pas forcément monter en flèche comme ça a été le cas dernièrement. On peut avoir aussi des petites consos, mais la tendance et la dynamique probablement sur ces prochaines semaines, elle devrait être haussière sur le cacao. Sur les matériaux un peu précieux, enfin qui sont plus en relation avec l'industrie et l'économie, on est toujours en embuscade. Le cuivre, on consolide, on est racheté sur support. Moi j'ai toujours le scénario plutôt positif où on va casser vers le haut et aller dans une dynamique haussière sur le cuivre. Donc on attend les signaux, mais pour l'instant, on le voit, on est probablement en fin de conso, donc on devrait avoir une indication dans ces prochains jours. Et c'est un peu la même config sur l'argent, la conso, et on voit les mèches basses. Ça c'est intéressant de voir les mèches basses rachetées en permanence, notamment ici le 1er mai, le 12 mai, le 15. Aujourd'hui c'est pas fini, mais là aussi on a à chaque fois des mèches basses, donc c'est plutôt bien. Et puis des rachats en permanence ici au niveau des 32, donc sur l'argent plutôt favorable aussi pour une cassure vers le haut
Et palladium platine, c'est pareil, hein, en relation avec la force de l'économie. On est sur des niveaux hein, sous les niveaux clés prêts à casser en embuscade. On n'a pas encore le signal, mais ça devrait se faire. Le platine, c'est un peu plus long, on le voit. Mais là aussi, on espère une cassure vers le haut. Et puis l'or, qui a rien à voir avec, enfin, un peu avec la bijouterie, mais surtout beaucoup plus spéculatif avec les achats, notamment des pays, des États et des banques centrales. On a un peu d'accalmie sur les droits de douane, donc forcément moins intéressant d'avoir de l'or parce que c'est plus une valeur défensive et là on va chercher plus du risque et les flux vont plutôt vers les actions dernièrement, donc forcément l'or il est vendu à court terme. À voir hein, les niveaux, peut-être celui-là est intéressant. Autour des 2954, qu'on a rebondi dessus ici. Donc on pourrait éventuellement le retester hein, dans ces prochaines semaines avant de repartir. À court terme, on reste baissier sur l'or. À moyen terme, moyen long terme plutôt haussier. Il faudra voir, hein, notamment si on a des accalmies un peu partout sur le plan commercial et sur les conflits éventuellement aussi. Ça pourrait accentuer la prise de bénéfices sur l'or et le continuer à faire baisser à l'inverse. Hein, si on a encore des tensions et de la panique, l'or devrait pouvoir repartir. On va regarder rapidement notre ami le CAC 40. Plus 0,4. On vient frôler l'oblique de correction ici hein, pour repartir. Alors, il va nous manquer un peu de catalyseur là pour casser fortement sur le CAC 40. Les droits de douane, les accords sur les taxes, c'en est un qui pourrait faire péter le CAC 40 pour retrouver peut-être les plus hauts autour des 8250. Ça c'est un axe de progression. Le deuxième éventuellement des accords de paix entre l'Ukraine et la Russie. Là aussi le CAC devrait remonter en flèche. Donc on a ces deux choses qui devraient aider si on a des accords et qu'on pourrait jouer hein, si on a ces news là la semaine prochaine ou dans 2 semaines par exemple pour jouer un CAC 40 à la hausse. Regardez les grosses variations. Alors j'ai fait une vidéo ce matin notamment sur Essilor. Essilor, je vous en parle aussi depuis un moment, ont été largement haussiers hein, sur cette valeur. On attendait juste le bon moment, on l'avait identifié hein, ces derniers jours. Je répète pas ce que j'ai dit dans la vidéo, vous pourrez regarder, mais toujours largement haussier évidemment sur cette belle valeur Essilor Luxottica. Et la moins bonne perf du jour, Capgemini, ouais. Alors les résultats ont été achetés. Là, on revient sur une première résistance ici. C'est l'oblique que j'ai gardée parce elle me semble toujours pertinente, même si elle a été un peu cassée. C'est la première oblique hein, de correction. On voit que finalement, on revient dessus. On fait un échec. La tendance est toujours baissière hein, sur Capgemini. Moi, je suis toujours relativement prudent face à cette valeur, mais on est quand même on a quand même bien descendu, hein, la valorisation est assez basse. À court terme, il n'y a pas de gros signaux à part jouer les résultats qui avaient été achetés. On voit que le rebond commence déjà à s'essouffler, donc voir ce qu'elle va faire après, mais plutôt neutre ou un peu négatif quand même sur Capgemini. Il faudrait rattaquer les 160, 170 pour vraiment donner un beau signal de force sur la valeur. Et ah oui, on va juste regarder les grosses pondérations, notamment le luxe, hein, parce que le CAC 40 c'est essentiellement ça, parce que la pondération, on le sait, c'est pas une action égale un pourcentage fixe sur toutes les valeurs. Plus vous êtes gros, plus vous êtes impactant sur le CAC 40. Donc on sait que le luxe avec LVMH et Hermès hein, font partie des deux plus gros. LVMH, on voit le graphique largement baissier. C'est le même secteur qu'Hermès, mais c'est pas les mêmes graphiques et c'est pas les mêmes chiffres notamment. On a des marges beaucoup plus importantes sur Hermès, hein, même si les ventes en termes absolus, LVMH est plus important. Hermès qui vend moins, marge beaucoup plus, et puis il y a des stats, hein, des résultats, des fondamentaux beaucoup plus solides. Et on le voit sur les chiffres et on le voit également sur les graphiques. C'est la même chose, hein, qu'on regarde des chiffres ou qu'on regarde des graphiques, ça nous dit exactement la même chose.
Donc là, on voit une faiblesse quand même sur LVMH, hein, avec toutes les moyennes qui descendent. On est pas loin des plus bas. Il y a aucun signal positif, alors que sur Hermès, on a consolidé, on est revenu sur la moyenne à 200, on relance. On a même fait un mini gap, là j'ai pas noté mais il est petit. On est revenu au-dessus des 2550 qui était une petite zone de gap aussi baissier, hein, qu'on a comblé. Donc oui, ça n'a rien à voir, c'est exactement le même secteur, mais on le voit, les graphiques sont complètement différents. Donc c'est ces valeurs-là qu'il faut acheter évidemment. C'est les valeurs qui sont plébiscitées par le marché, donc Hermès. Alors, on va voir quelques valeurs aussi qui ont bien fait parler d'elles aujourd'hui. On va commencer par Constellation Brand. Alors, est-ce que je l'ai ici? Elle est ici. Qu'est-ce que c'est? C'est notamment une entreprise qui possède des marques d'alcool aux États-Unis. Alors, pourquoi elle fait un peu l'actualité aujourd'hui? Parce que notamment, on le sait, Berkshire Hathaway, donc l'entreprise de Warren Buffett, a beaucoup de liquidités. Et on a eu, parce que c'est public forcément, hein, ce qui est en bourse, on a eu les nouveaux achats récemment de Warren Buffett, qui va prendre sa retraite à la fin de l'année. Et ils sont en train de renforcer notamment cette valeur-là. Et puis pas qu'un peu, parce qu'ils ont plus que doublé le nombre d'actions qu'ils avaient. Donc ils ont renforcé sur des points bas au premier trimestre 2025. On voit que ça a beaucoup baissé, donc on peut... alors je connais pas les prix d'achat, j'ai pas regardé, mais on peut voir certainement qu'ils étaient probablement un peu plus hauts dernièrement. Donc là, on a doublé le nombre d'actions achetées, et on voit qu'on a cassé ici les 200. On est baissier depuis le mois d'avril 2024, et puis on a eu un gros gap, notamment au début de l'année, hein. Autour du 10 janvier, gap baissier, et finalement le plus bas atteint ici début février. Et donc rachat massif de la part de Warren Buffett et de son équipe, Berkshire Hathaway, pour se replacer sur ces valeurs-là. On sait que Warren Buffett, c'est un adepte du long terme, c'est-à-dire que lui, il vise pas les 200, les 210, les 220, il vise pas 3 mois, il vise plusieurs années. Donc il achète ici un point bas pour viser probablement des nouveaux plus hauts historiques et une tendance de long terme sur cette valeur-là, qui juge des côtés, notamment sur des fondamentaux. Et il achète aussi peu cher, c'est sa façon d'acheter. Il va pas acheter des technologiques avec des PER énormes, il va plutôt acheter des values, des valeurs peu chères sur des points bas pour jouer le long terme. Donc je voulais juste voir avec vous, c'est cette valeur-là qui peut éventuellement être intéressante, et portée aussi par l'annonce, parce que Warren Buffett, on en parle beaucoup en ce moment. Le fait que Berkshire Hathaway achète cette valeur-là, ça va intéresser beaucoup de monde, et ça va leur dire, moi je vais vouloir faire comme Warren Buffett, donc je vais acheter aussi. Donc on pourrait avoir aussi un phénomène d'entraînement sur cette valeur-là. Qu'est-ce qu'on a eu également? Virgin Galactic, boum, c'est en train d'exploser. Qu'est-ce qui se passe? Les volumes monstrueux. On fait plus 54% aujourd'hui. On avait déjà fait quelques belles progressions ces derniers jours. On a eu des nouvelles, notamment des bonnes nouvelles sur le calendrier des futurs vols. On le sait, c'était du long terme, on avait parlé. Moi, j'ai profité pour renforcer récemment. Je suis toujours beaucoup plus haut, mais j'ai une très petite ligne. Virgin Galactic, l'entreprise, c'est une entreprise de vols spatiaux. Alors ils ont des contrats avec certaines armées, certains centres spatiaux aussi, mais surtout c'est des vols commerciaux, donc pour les gens fortunés qui veulent aller dans l'espace et revenir. Et ça coûte très cher, c'est des billets à plusieurs centaines de milliers de dollars. Le problème, c'est qu'on n'avait pas des avions extrêmement et des navettes, des fusées extrêmement adaptées, notamment en termes de quantité, de personnes embarquées et d'utilisation.
parce que forcément, hein, après il y a de la maintenance et on peut pas faire 50 000 vols comme ça. Il faut réparer la fusée. Donc, ce qui avait été fait, on se souvient, hein, il y avait déjà des premiers vols juste après le Covid. Et après, elle a eu quelques problèmes financiers. Elle a dû fermer quelques usines. Elle n'est pas passée loin de la banqueroute. Elle a essayé de se restructurer et elle avait annoncé notamment pour 2026 hein, les prochains vols spatiaux. Et depuis, on n'avait pas trop de nouvelles. Hein. Ça fait quasiment 6 mois, 1 an, on n'en parle plus trop. Moi, j'étais toujours dessus. Mais on a eu des nouvelles donc récemment. Et les prochains vols, notamment en relation avec l'armée, hein, pour des vols scientifiques aussi, elle fait aussi des vols scientifiques, sont prévus pour l'été 2026. Donc ça arrive d'ici 1 an. Et on commence à avoir un calendrier qui s'organise. On a eu aussi quelques chiffres sur les fondamentaux, hein, les résultats d'entreprise. Et à l'automne 2026, donc d'ici 1 an et demi, un peu moins, on aura à nouveau les nouveaux vols commerciaux, donc pour le public, pour les particuliers, avec les nouveaux avions, les nouvelles fusées de Virgin qui sont en préparation, hein, et qui sont en construction et qui ont déjà fait des vols d'essai, mais qui devraient être confirmés plus tard. Donc voilà, c'est enfin peut-être le signal qu'on attendait, que beaucoup attendaient, c'est-à-dire le calendrier et puis le fait que Virgin va à nouveau faire ses vols, confirme ses vols et puisse faire du bénéfice avec ces nouvelles fusées. Donc boum, ça explose. Ça devrait continuer, je pense, pendant quelques temps. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on revient fort, là, plus 50%, on revient sur la moyenne à 200. Ça reste spéculatif, hein, petite ligne, mais c'est une valeur qui peut faire beaucoup d'argent quand même. Si elle arrive justement à réduire ses coûts, c'est la capacité à utiliser pas mal de fois la fusée parce que le ticket d'entrée est énorme. Donc à suivre pour le long terme évidemment, mais là on a un signal super important sur la valeur. On a également D-Wave Quantum, on avait parlé il y a pas longtemps, hein, notamment des entreprises en relation avec le secteur quantique. Alphabet hein, est bien positionné, Microsoft aussi, mais je crois qu'Alphabet est peut-être en avance, notamment sur les ordinateurs quantiques, hein, c'est les ordinateurs qui ont une capacité de calcul beaucoup plus importante en utilisant les qubits, donc à la place d'avoir des 0 ou des 1, vous avez à la fois des 0 et des 1 et ça permet d'avoir un traitement de calcul exponentiel par rapport à ce qui est fait actuellement. Donc on a beaucoup de valeurs hein, qui sont engouffrées dedans. C'est pas d'hier, on le voit, mais dernièrement, ce qui est d'hier, c'est que le secteur un peu quantique est en train d'exploser, notamment depuis fin 2024, début 2025. On voit des volumes énormes, et là on est sur D-Wave Quantum qui avait fait un échec sur les 11 au mois de décembre, qui avait fait un échec sur les 11,40 au mois de mars, qui avait fait un échec sur les 11,40 mi-mai, et qui là, aujourd'hui, vient de le dépasser. Alors on l'avait déjà dépassé sur des mèches, on le voit, mais on devrait clôturer enfin au-dessus des 11,40 avec à nouveau des pics de volume intéressants. La dynamique elle est plutôt intéressante, plutôt forte sur D-Wave Quantum, sur un peu tout le secteur quantique, hein, on a également des ETF qui peuvent être intéressants. Donc D-Wave Quantum ou d'autres valeurs, on a Rigetti aussi, on a pas mal de petites valeurs, peuvent être intéressantes pour jouer le quantique, et quand on voit hein, ces pics de volume soutenus, parce qu'on a des pics et après on reste avec des volumes soutenus, on a à nouveau des pics, c'est plutôt favorable pour une continuation. Si vous avez juste des pics et puis qu'après vous revenez pendant des jours voire des semaines où il se passe rien, probablement passé, mais là ça va intéresser beaucoup de monde. Et puis je voulais voir, on va rapidement à quelques valeurs toujours intéressantes dont on avait parlé. Alibaba, les résultats ont été annoncés. Gros gap hein, suite aux résultats, on a perdu entre 6 et 10%. Hop, on fait -5 et on clôture à -7 environ. Aujourd'hui, on se reprend à peine, mais on fait plus 0,6. Et finalement, des chiffres, on avait raté le consensus hein, sur Alibaba.
Mais il y a quand même des chiffres, notamment sur le cloud et la division aussi intelligence artificielle, qui était plutôt intéressant. Sur le cloud, on fait plus 18%. Et c'est un peu ce qui compte aussi, parce que Alibaba, finalement, c'est un peu le Amazon chinois. On est parti d'un grand vendeur hein, par correspondance hein, sur Internet à finalement une valeur technologique avec pour Amazon la vache à lait, c'est AWS qui fait gagner énormément d'argent à la valeur. Et sur Alibaba, ils ont aussi l'équivalent hein, avec leur technologie. Et puis ils ont lancé aussi récemment hein, des agents conversationnels de style ChatGPT qui semblaient aussi plutôt cohérents. Donc Alibaba plutôt bien. Et puis avec la Chine hein, qui va bien aussi, qui est en train de revenir, les valeurs chinoises sont plutôt à privilégier selon moi. Donc des résultats vendus. Et puis ça commence déjà à se tâter. On se dit, est-ce que finalement on n'a pas trop vendu les résultats pour l'instant? Moi c'est ça que je vois, parce que des fois quand on a des grosses ventes comme ça, des gros gaps baissiers, si le marché panique un peu, on a 2 jours, 3 jours où ça baisse. Là, dès le lendemain, on commence déjà à réagir finalement sur des niveaux bien testés. Donc les résultats, oui, ils ont manqué le consensus, mais il y a quand même du bon dans ces résultats et de la visibilité sur Alibaba. Donc je pense qu'elle a des chances hein, de continuer sa progression vers le haut. Alphabet aussi, on avait parlé avec le chandelier, c'était n'importe quoi. Hein, de perdre autant. On avait perdu plus de 7% sur une annonce d'Apple, sur une baisse aussi de trafic. Mais bon, on a vu que dernièrement, hein, ça a été en quelques jours complètement stoppé. Donc sur Alphabet, hop, ça n'existe plus. Toujours haussier, moi j'ai toujours dessus hein, sur Alphabet notamment. Et on se rapproche de cette zone-là, la moyenne à 200 pour un retest et peut-être relancer une dynamique haussière sur Alphabet. Pas mal de valeurs technologiques comme ARM. Hein. ARM, ils l'ont fait aussi. Moyenne à 200, on est en train de monter. Donc là aussi, hein, on l'avait identifié depuis quelques temps. ARM, le rebond possible. Donc beaucoup de valeurs techno à acheter. En France, Eutelsat, on va en reparler parce que on a eu les résultats. Mais plus que les résultats, c'était le risque, on en avait parlé, c'était l'éventuelle possibilité de faire appel au marché, c'est-à-dire de faire une augmentation de capital pour lever des fonds et pour se restructurer, parce qu'elle va être utilisée notamment par l'Europe hein, pour pallier un peu les systèmes de communication qu'on a, notamment avec Starlink et les Américains. On veut avoir une solution avec OneWeb, notamment sur Eutelsat européenne. Mais le problème de Telsat, c'est qu'elle était un peu en problème et en déficit ces dernières années. Donc oui, ça va repartir. Oui, un peu de spéculation, mais le problème c'est qu'on risque, pour que ça reparte, pour que Telsat aille mieux, pour que Telsat soit utile, de flinguer un peu les actionnaires et de faire des augmentations de capital. Donc à terme, on risque d'avoir une baisse, une dilution. Et peut-être qu'après cette dilution, ça pourrait être intéressant pour rentrer pour le moyen long terme sur Eutelsat. Maintenant, pour le court terme, qu'est-ce qu'on voit? La spéculation avec des rebonds de plus en plus bas. Et on a l'impression que la spécu est en train de se terminer. Donc moi, ce que je jouerais éventuellement maintenant sur Eutelsat, c'est attendre la dilution, attendre l'augmentation de capital, voir le cours bien bas, et là, rentrer pour jouer la dynamique avec les nouveaux contrats qui vont arriver. Sur la défense, hein, toujours largement favorable. On a Exosens notamment hein, qui fait un plus haut. C'est la même chose sur Thales. Sur l'ETF défense aussi, hein, on est plutôt bien. Donc là, de toute façon, c'est long terme. Mais ces valeurs-là, évidemment, elles sont à garder, éventuellement à renforcer hein, si on est déjà dessus. Micron aussi, valeur technologique, on en reparle rapidement juste pour voir hein, qu'elle est en train de retravailler sa moyenne à 200 et là elle est en train de se maintenir au-dessus. On a aussi un petit pic de volume. Toute la tech est en train de bien revenir et sur Micron on a fait beaucoup d'échecs hein, sur moyenne à 200 et là on est en train peut-être de retourner la tendance. Donc toujours favorable. J'avais fait un focus hein, sur Micron avec une vidéo spéciale notamment sur la mémoire. Et la visibilité qu'elle pouvait avoir en 2025, ça a mis un peu de temps, mais on pense que ça va certainement partir hein, sur ces niveaux-là maintenant sur Micron. Et je voulais voir quoi.
Ah oui, il y avait SolarEdge, toujours favorable. Alors petite ligne sur SolarEdge, mais tout ce qui est aussi euh, énergie renouvelable, hein, sur comme le solaire par exemple, ça attire des flux. Et ce qu'il faut voir, c'est les valeurs qui sont capables de rebondir, d'avoir sur des résultats notamment, hein. On avait les résultats là dernièrement, on avait ce pic aussi ici sur résultats qui était plutôt bon. Il y a quelques valeurs, hein, des petites valeurs, on en parlait avec Hafner Energy ou McPhee, hein, qu'on a vu hier, qui sont eux sur l'hydrogène. Ça a du mal à fonctionner. Sur le solaire aussi, on aura des valeurs qui vont se casser la gueule, mais là, sur SolarEdge, on avait des bons résultats, on avait des points bas atteints, des réactions. Donc je pense que on peut espérer, hein, des remontées, d'autant qu'on n'est pas encore, hein, sur des niveaux catastrophiques de 2 ou 1 dollar. Donc on a eu une réaction avant, et puis surtout on a ces pics de volume intéressants, et puis le marché qui se réintéresse aussi au solaire par rapport aux pétrolières qui pour l'instant ont un petit peu de mal. L'énergie avec le nucléaire, on va en revoir d'autres, hein, qui sont toujours bien, mais oui, ce secteur-là, il y en a beaucoup, hein, de valeurs du secteur, mais forcément va être acheté, et des valeurs, le secteur devrait monter et certaines valeurs vont bien en profiter. Maintenant, elles vont pas toutes monter évidemment, mais déjà SolarEdge, hein, ils ont probablement évité le pire. Parce que la première fois qu'on en parlait, on était ici autour des 200, 250, hein, sur SolarEdge. Donc on revient très bas, mais on sent que les investisseurs rachètent cette valeur-là. Tesla toujours favorable. Là aussi, j'avais fait une petite vidéo sur Tesla avec notamment les relais de croissance, donc toujours positif. Et on voit, hein, la progression sur Tesla, on est déjà revenu quasiment sur les 350. Et on espère beaucoup mieux, hein, notamment avec les cybercabs et éventuellement d'autres bonnes nouvelles. Oui, un peu cher peut-être, un peu survalorisé, mais ça a toujours été le cas pour Tesla. Et on a aussi la division, hein, énergie, on a parlé avec les Powerball, les Megapacks, qui se développent de plus en plus et qui vont faire gagner aussi pas mal d'argent. Donc Tesla, faut pas la regarder comme un vendeur de véhicules. C'est aujourd'hui plus que ça. Donc largement favorable. Et puis techniquement, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Et Vision Group, toujours bien, hein, sur Vision Group, elle avait fait un petit gap, elle avait baissé ici quelques jours, je crois, ou sur ses résultats, ou quelques jours après. On l'a déjà comblé, hein, le gap du 29 avril. Alors là, on est dans une tendance plutôt neutre, mais la tendance est toujours intéressante, avec notamment les contrats avec Walmart et puis d'autres valeurs européennes. C'est les étiquettes électroniques qui se développent et qui finalement dont tout le monde a besoin, hein, au niveau des hypermarchés, supermarchés ou supérettes. Ça fait gagner énormément d'argent aux propriétaires, hein, de ces établissements, parce que ça permet de mieux gérer les stocks, parce que ça permet de mieux gérer plus facilement aussi les prix directement. Ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'argent donc sur les employés avec les étiquettes électroniques. Et donc même dans une période où on peut avoir une baisse de la croissance, finalement, on va chercher encore plus ces valeurs-là qui vont nous aider à marger encore plus et à gérer au mieux la trésorerie. Donc oui, Vision Group, elle est pas, je pense, cyclique, et elle va avoir aussi des débouchés, même si la croissance US voire européenne serait plus basse. Donc toujours largement favorable aussi sur cette belle valeur. Et les valeurs abonnées. Alstom, pas terrible. Alstom, hein, on a fait le gap baissier. Quand on voit quand même alors on était déjà dans une tendance de consolidation. Et là, gros gap baissier où on perd mercredi 17%. Et derrière, on est en train de se rattraper au support, hein, le support des 19, mais
C'est toujours un peu inquiétant hein, quand on fait un gros gap comme ça. Donc éventuellement, si on a une confirmation et qu'on se maintient ici et qu'on recasse, hop, c'est pas ça, et qu'on recasse par là vers les 20.5, 21 à peu près, pourquoi pas. Mais le risque, c'est quand même qu'on ait une continuation de la baisse hein, sur Alstom. Donc quand on a des signaux comme ça, c'est extrêmement risqué. BWX, donc voilà une valeur dans le secteur nucléaire notamment. BWX, bah, on l'avait déjà vu il y a quelques jours, c'est toujours pareil. On est en train de baisser, de consolider. On revient un peu sur la moyenne à 200, mais on a du mal pour l'instant. On est plutôt en dessous. Mais ce qu'on peut voir, c'est surtout ça. Hein, c'est le support à 105. La tendance qu'on peut avoir au-dessus du support à 105 qui peut nous pousser vers le haut. Les pics de volume, on en a quelques-uns, mais on fait à peine du x2 hein, par rapport aux autres. Donc c'est pas des pics stratosphériques, donc on n'a pas non plus de signal court terme super intéressant. Moi je pense qu'il faut être patient plutôt sur cette valeur-là et, euh, et l'acheter éventuellement sur un déclenchement hein, d'un signal favorable. Ou alors jouer éventuellement le support si on est pressé. Là on est proche d'un support, donc pourquoi pas. On a le support autour des 105, on peut mettre des stops autour des 103, 100, 100, 101. Ça dépend de la volatilité que vous êtes prêt à accepter pour éventuellement jouer hein, cette phase qui pourrait être en anticipation. Mais pour le moment, c'est plutôt observation. Emeis. Emeis. Oui, elle est un peu perdue, mais c'est normal. On a beaucoup monté hein, sur Emeis. On regarde ici. On a fait 136%. On est obligé d'avoir des prises de bénéfices après. Donc non, la tendance est toujours positive pour moi sur Emeis. Alors oui, à court terme, on est déjà en train de revenir sur les 10. Faudrait rester sur les 10 hein, pour pas trop dégrader la tendance, même si on revient là hein, sur les 8, ça pourrait se relancer. On est toujours plutôt favorable sur le long terme. Donc là, il y a deux scénarios. Hein. Le premier, c'est rester là, accumuler, hop, hop, et repartir. Scénario positif. Deuxième scénario positif, on va un peu plus bas, on touche la moyenne à 200 ou cette oblique là, et on repart un peu. Et troisième scénario plutôt négatif, on casse les 10 et puis on retourne un peu plus bas, notamment sous les 8 en gros. C'est ces niveaux-là, je pense qu'il faut surveiller éventuellement les 8 et les 10 pour voir ce que va faire la valeur. Mais moi, je serais plutôt enclin à voir des scénarios 1 et 2 plutôt positifs. Française de l'énergie, oui, ça revient bien. On a des pics de volume. Alors c'est dommage, c'est pas trop soutenu, mais on a quand même quelques pics de volume. Et on a surtout ce phénomène de retour au-dessus de la moyenne à 200 qui est en train de s'aplatir et qui va probablement se retourner. Donc peut-être un retournement long terme aussi sur Française de l'énergie. On a été cassé les 30. Une zone plutôt jouée quand même, un peu clé quand même. Sur FDE, donc on l'a cassé. Là, on revient en dessous, mais oui, à terme, ça reste plutôt orienté favorablement. Alors, on aura peut-être des retours un peu plus bas, mais ça peut se jouer, FDE. Groupe SFPI, conception, fabrication, commercialisation d'équipements pour le secteur du bâtiment et de l'industrie. Ils l'ont mis dans édition de publicité. Alors, je connais pas trop groupe SFPI. Alors moyen terme c'est neutre. Hein, on est toujours autour des 2 en gros, un peu au-dessus, un peu en dessous. La résistance à 2,34 qui fait échec. Là dernièrement on a eu quelque chose de positif avec le gap haussier. Ici sur les 1,96 et on est quasiment revenu dessus. Donc peut-être un signal pour... on avait fait le petit dessin là. Alors, on a été vers le bas avant, mais on a aussi quelques pics de volume intéressants pour revenir sur les 2,34. C'est vraiment cette zone-là hein, qu'il faudra casser pour le groupe SFPI. Donc éventuellement en anticipation, elle est quand même super basse niveau volume. Hein. 15 000 titres échangés aujourd'hui à 2 euros. À 30 000 euros échangés. Bon, c'est pas beaucoup.
Moi, j'aimerais des volumes un peu plus soutenus quand même, mais pourquoi pas. Parrot, alors elle est partie magnifiquement Parrot, hein, qui était pas loin aussi de la catastrophe industrielle. Et puis, alors elle s'est réveillée avant les 1 euro, hein, sur les 1,79. Et puis, explosion sur Parrot. Je crois que c'était sur les drones, hein, ouais, c'est ça. Donc, elle a fait des nouveaux contrats un peu partout. Des gros pics de volume, des résistances autour des 9,50. Et derrière, on commence à la conso et on voit que ça baisse plus trop là depuis le plus bas du mois de mars, le plus bas du mois d'avril. On est dans une sorte de congestion. Donc plutôt toujours intéressant. Maintenant, on est monté tellement rapidement. On a fait 260% en 2 mois et demi. Donc ouais, il faut attendre, je pense, cette phase, hein, de congestion. Éventuellement revenir peut-être sur les 5-7 ou un redémarrage sur Parrot. Mais ça reste un peu spéculatif à mon sens parce que c'est quelque chose qu'il fallait jouer plutôt tôt. Ici, éventuellement. Début janvier, on voit que c'était intéressant. Ou alors ici, avec encore un pic de volume, hein, le 3 mars et le 4 mars. Et derrière, derrière, on l'achète un peu cher. Donc c'est ça qui m'embête un petit peu. L'impression d'être venu un peu après la bataille. Symbiotique. Automatisation des entrepôts. Je ne connais pas non plus. Là, on voit une valeur aussi plutôt long terme. Avec des supports intéressants, notamment ici, hein, sur les 18-30 qui ont été rachetés septembre 2024 et dernièrement ici, avril 2025. Donc on a un support intéressant, on a des plus hauts de plus en plus bas, donc une congestion long terme qui est en train de se placer. On a un petit point négatif, le gap baissier qui a toujours pas été comblé. Mais on voit que là, ça pourrait se finir peut-être été 2026, donc symbiotique. Deux choses, soit on revient sur support ici sur les 18, on achète pour jouer le rebond, soit il y a des bonnes nouvelles, on comble le gap sur les 36, on casse l'oblique ici sur les 30, 35, 36 et on achète pour jouer la dynamique. Et entre les deux, on le voit que c'est vraiment long terme. The Blockchain Group, ouais, impressionnant. Moi, je la voyais peut-être un peu consolidée. Hop, j'avais tort. De toute façon, on reste haussier, hein, au-dessus de la moyenne à 20. Si on est dessus, il faut rester. Et là, elle met encore des volumes énormes parce qu'elle met des volumes plus importants que tout ce qui s'est fait ces derniers mois. Il faut revenir à juin 2020 pour avoir des volumes aussi impressionnants sur Blockchain Group. Donc bravo, hein, si vous êtes dessus, si vous l'avez tenté. On prend 18% aujourd'hui. Alors on mèche pile sur l'ancienne résistance à... alors c'est pas 18, si c'est 1,8 à 2,1. Là aussi, si on veut rentrer, c'est compliqué parce que on a des chances et plus on attend, plus on a de chances de se manger la consolidation. Donc c'est évidemment ici, hein, qu'il fallait l'acheter autour du 22 avril environ, un peu après. Même si, hein, potentiellement elle ira peut-être chercher ses plus hauts, d'autant qu'on a des volumes aujourd'hui qui ont été encore plus gros. Mais bon, on a un RSI à 92. Compliqué. Si on est dessus, on reste. On surveille éventuellement les 1,26, mais compliqué de rentrer dessus. Et puis Voltalia. Voltalia aussi plutôt long terme, hein, on le voit. Là aussi, j'ai gardé l'oblique qui me semblait pertinente. Le gap baissier qui a toujours pas été comblé sur les 10,36. La résistance à 9,58. Et entre temps, on fait toujours plutôt que baisser. Alors on a des tentatives, hein, de rebond, mais on voit que c'est relativement faible. Donc là aussi, je pense qu'il faut être patient. Alors chose positive, on casse la moyenne à 200, mais on voit surtout une tendance, hein, comme ça à la baisse pour le moment. Là aussi, on attendra peut-être un signal plus fort des volumes ou
si elle arrive à casser notamment les 8,50 pour être intéressant, mais avec des volumes, pas seulement une petite cassure, hein, des grosses rentrées de volume, un gros chandelier. Les 8,50, ça pourrait nous inciter à rentrer. Maintenant, Voltalia, il y a aussi une valeur spéculative, parce que c'est une petite valeur et elle pourrait se faire racheter. C'est ça qu'on peut jouer éventuellement, mais sinon, plutôt en mode observation également, Voltalia. Ça reste moyen comme tendance. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à partager aussi cette vidéo et puis à me poser vos questions. J'y répondrai. Bon trade, à plus.